tout ce qui s'est dit depuis le début de l'après-midi. On a du travail. Et une des dernières remarques qui était dans le chat, c'était une narration à revoir. Et quand j'ai discuté avec Armel de cette dernière partie de l'après-midi, on parlait de désirabilité. Comment rendre cette affaire-là désirable? Il y a eu des choses extrêmement techniques qui ont été dites. Je reviendrai pas dessus et c'est pas l'objet de notre discussion. Donc là, on va essayer ensemble. Et c'est pas moi qui vais le faire, je vais vous céder la parole dans l'ordre où vous souhaitez la prendre. Eh bien, de se dire quelles pistes on pourrait explorer, qu'est-ce qu'on pourrait donner à voir, donner à entendre, donner à goûter, donner à prendre pour que cette affaire de compte carbone ou de quota carbone ou de, je ne sais plus quels sont les termes, tous les termes qui ont été employés, hein, mais comment est-ce qu'on peut faire avancer ça? Pierre Calam tout à l'heure disait, ça fait 30 ans qu'on sait ça. Moi, j'aurais envie de dire, ça fait 50 ans, en tout cas pour moi, que j'ai lu le livre de René Dumont en 74, dans lequel il disait l'utopie ou la mort. C'était posé. Bon, on n'est pas mort, mais ce qu'on entend peut être inquiétant. Donc, comment est-ce que dans le discours, dans les actions aussi, aujourd'hui, on peut faire en sorte que que ce dont on vient de parler soit pris en compte et prenne vie? Voilà. The floor is yours, comme on dit en français. Qui est-ce qui veut se lancer? Allez, Bernard. Je te laisse te présenter. D'accord. Alors, oui, vous m'entendez bien là? Donc, oui, pour ma part, je suis initialement photographe, écrivain, réalisateur audiovisuel aussi, tout particulièrement spécialisé dans les forêts en libre évolution en Europe, donc les forêts inexploitées par l'homme qui ont le faciès le plus proche des forêts primitives, enfin ce qui nous en reste. Et puis, bon, je m'intéresse à ça depuis une trentaine d'années et ayant vécu des expériences sensibles tellement particulières dans ces forêts de ce type-là, ça m'a amené à repenser différemment la ville, enfin nos conditions de vie quotidiennes. Et je me suis intéressé à une approche qui s'appelle l'éco-psychologie, mais que j'ai largement réassimilée. Et notamment, je l'ai beaucoup relaté ça dans un livre qui est sorti en octobre dernier, La forêt et l'avenir de l'homme, une éco-psychologie forestière, pour repenser notre société et nos liens avec le vivant. Et donc, alors, comment est-ce que par contre j'ai peut-être besoin de faire une sorte de zoom arrière, c'est-à-dire que je vois trois sujets énormes. Il ne faut pas se louper dessus pour le futur, il ne faut pas se tromper de futur. C'est évidemment le climat. Il y a le deuxième sujet, c'est l'effondrement de la biodiversité. Moi, j'en ai un troisième et je suis souvent complètement stupéfait qu'il ne soit pas appréhendé avec la même force que les deux autres. C'est le déracinement humain dans des lieux déracinés. Et ça fait très étrange de parler de lieux déracinés. On pourrait parler plutôt d'arbres déracinés ou d'humains déracinés. Mais quand on a complètement transformé les lieux, qu'on a un peu laminé les écosystèmes initiaux qui pouvaient se trouver dedans, ou qu'on a complètement modifié le terroir jusqu'à le faire disparaître pour faire des paysages hyper fonctionnels de production intensive ou complètement foisonnés par les voiries, la mobilité ou la densification urbaine, on a quand même créé des lieux déracinés à mon sens, et l'humain fonctionne en boucle avec ça, c'est-à-dire qu'il éprouve un certain déracinement, donc un mal-être de déracinement, qui aujourd'hui, il n'a pas la culture psychologique pour l'identifier, donc il peut exprimer son mal-être dans des mouvements de gilets jaunes, mais il ne va pas pouvoir savoir le formuler, ça c'est un énorme handicap. Et puis, ce que je vois aussi, c'est que on accentue le phénomène. Et si on répondait à ce problème de déracinement humain, je pense qu'on résoudrait mieux le climat et l'effondrement de la biodiversité, et avec plus d'envie de vivre, de désir, justement. Je pense que c'est vraiment l'énorme maillon qui est à comprendre.
Et je suis aussi président d'une association qui s'appelle Forêt Citoyenne. Et j'ai des tas de retours, je suis témoin de tas de choses. Les mal-être humains, je les vois quand on fait des coupes rases ou des choses comme ça. Et aussi dans des impacts immobiliers sur l'urbanisme. Et ce que j'observe, c'est que si on densifie la ville, si on diminue l'espérance de vie de l'arbre dans les espaces urbains et qu'on fait seulement en guise d'écoquartier de l'habillement végétal, mais pas de l'habitat arboré, ce qui n'est pas du tout pareil, les gens vont avoir besoin de quitter la ville plus souvent pour aller se ressourcer en nature, se régénérer. Donc, on va développer une empreinte carbone du ressourcement par tout ce flux de gens. Et je trouve que c'est assez morbide de vouloir les restreindre par juste un compte carbone qui aurait exclusivement une vision comptable, sans prendre compte cet aspect-là aussi. Et moi, je les vois réagir dans des enquêtes publiques où finalement le commissaire enquêteur ou les entreprises impliquées, les élus impliqués ne prennent pas compte de la demande des citoyens qui souvent va vers plus de convivialité et plus de verdure ressourçante en quelque sorte. Et donc, je pense que le problème, il est à prendre beaucoup plus globalement. Il ne faudrait pas que la perte de liberté du compte carbone s'additionne avec la perte de liberté dans une densification urbaine, dans un contexte où les citoyens ne se sentent pas la liberté de décider de leur propre territoire. Il faut vraiment coupler la liberté de décider de son propre territoire au compte carbone. Ça, c'est hyper important. Et puis, moi, dans une approche plus éco-psychologique, j'observe donc le besoin de compensation. Donc là, il s'illustre très bien. C'est-à-dire que plus on fait un milieu humain dégradé, plus on a besoin d'aller ailleurs pour compenser, donc plus on produit du carbone. Et puis, je dirais qu'il y a quantité de désirs dans notre vie qui, dans un sens très large, sont des besoins de compensation. Et le besoin de compensation en psychologie, c'est une perte de relation au bonheur, c'est une perte de sens dans la compréhension de ce que peut être le bonheur dans sa vie. Et on le répercute dans l'impact carbone en quelque sorte. Et je dirais que si on réduisait tous nos besoins de compensation, on réduirait la facture carbone et que ça serait déjà vachement bien. Et là, je dirais qu'on touche un niveau où on n'atteint pas la frustration de la décroissance. Et je pense un peu à des éco-psychologues anglo-saxons comme Chris Johnson, qui, lui, j'avais assisté à un stage à Findorn avec eux en 2013. Il parlait de l'addiction au pétrole à ce moment-là. Donc, ce n'est pas comme l'addiction à l'alcool, mais c'est l'addiction au moins à l'envie d'aller ailleurs pour se divertir, se ressourcer. Mais on est justement dans le besoin de compensation et d'addiction. Donc, je pense que l'énorme question, c'est de trouver la vie qui ne nous met pas dans cet état-là, en fin de compte. Tu as bien fait de dire il y a une crainte, une perte de liberté. On a dit tout à l'heure, on disait c'est qui le patron? En fait, c'est nous qui vont décider si on achète des pantalons chers ou bas carbonés. J'ai un voisin qui râle tout le temps que je lui parle de climat, parce que forcément, autour de chez moi, j'en parle. Et il me dit, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Avec ça, la carte carbone ou le compte carbone demain, tu n'auras plus à te soucier parce que tu vas recevoir un relevé mensuel, tu vas voir où tu en es, et tu t'occupes de rien, et tu verras en fin d'année que tu es finalement un bon citoyen. C'est tout. Il faut faire passer cette notion de liberté aux gens. Alors justement, moi j'ai envie de me tourner vers toi, Michael, tu te présentes, en tout cas, moi c'est ce que j'ai vu, comme explorateur commercial, et dans